Allô, allô? Allô, allô. Avez-vous le son et l'image? Oui, Est-ce que le son et l'image sont de bonne qualité? oui, Parfait, parfait. On commence parce qu'on a assez perdu de temps. oui, d'accord. Très bien. Alors, on s'est arrêté où? Quelqu'un peut me faire rappeler? Je pense qu'on s'est arrêté à la revascularisation, n'est-ce pas? Oui, je pense. Oui. Oui. Comment ça tu penses là? Tu n'es même pas sûr? En fait, c'est une manière de parler. Bien. Alors, on avait dit que la prise en charge du ST+, une fois le diagnostic fait, va faire appel à un petit peu deux étapes, hein, mais deux étapes extrêmement proches, l'une après l'autre, l'une juste après l'autre. Hein, parce que vous avez compris qu'il ne va pas falloir perdre du temps. Et donc, on va parler du traitement initial qui fait essentiellement place à quoi? Aux antithrombotiques, bien, c'est-à-dire double antiagrégant plaquettaire, aspirine, clopidogrel, hein, ou un autre anti-ADP, hein, comme le prasugrel ou la ticagrelor, et puis l'héparine ou plus souvent l'héparine en fraction ou l'HBPM. On avait dit que ce traitement initial antithrombotique était similaire un petit peu à ST-, c'est normal, avec la physiopathie initiale est pratiquement la même. Sauf que par la suite, la deuxième étape du traitement est essentielle et la deuxième étape du traitement consiste à une revascularisation la plus rapide possible. Donc là, ça vous prend 3 secondes pour donner ce traitement. Ce n'est pas un truc qui doit retarder l'étape ultérieure. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui, très bien. Ensuite, on avait parlé un petit peu des délais. On avait dit que finalement, cette revascularisation systématique est utile quand le patient consulte tôt, c'est-à-dire avant qu'il nécrose. S'il y a une nécrose totale du myocarde, écoutez, ça ne sert à rien de reperméabiliser. Et même si vous reperméabilisez tardivement, même si, par exemple, angiographiquement, vous avez une coronaire qui était rétablie, le myocarde est nécrosé, vous êtes en train d'arroser un arbre mort, ça ne le fera pas revivre et là, c'est complètement perdu. Vous suivez. Et on avait dit que cette limite un petit peu, où la revascularisation systématique, encore une fois, systématique, était rentable, et bien cette limite, on la fixe à combien? 48 heures. 48 heures exactement. C'est-à-dire avec 48 heures, vu que la plupart des patients n'ont pas complètement nécrosé, ça vaut la peine, sans se poser de questions, pour chaque patient de lui faire une revascularisation. Après 48 heures, peu de patients gardent encore du myocarde vivant. Et dans ce cas-là, je ne vais pas revasculariser 1000 patients pour sauver un myocarde. Donc là, je vais cibler, après 48 heures, je vais utiliser uniquement les patients qui ont de la viabilité. Viabilité qui se manifeste par quoi? Soit cliniquement par personne de la douleur, ça c'est le plus simple et c'est le plus rapide. Donc, elles sont très pertinentes à poser chez un patient qui consulte pour un ST+. Après 48 heures, monsieur, avez-vous encore mal? S'il dit oui, c'est que c'est toujours vivant et là, il faut revasculariser ce patient. S'il dit non, ça ne veut pas dire pour autant que c'est perdu. Là, je vais chercher la viabilité grâce à des examens complémentaires en nombre de 3 qui sont IRM, scintigraphie et écho de stress. IRM, scintigraphie, écho de stress, pas l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, malheureusement, n'est pas assez fiable pour chercher cette fameuse viabilité. Très bien. Donc, jusque-là, c'est simple. Donc, après 48 heures, c'est au cas par cas, soit douleur, soit viabilité prouvée lors des 3 examens. Si maintenant, il n'y a pas de la viabilité, ni clinique, c'est-à-dire ni personne à la douleur, ni aux examens complémentaires, qu'est-ce que je fais? Rien, c'est perdu. Ouais, c'est un cas de figure un petit peu dramatique, défavorable, où le myocarde est définitivement irrémédiablement nécrosé et le patient gardera malheureusement des séquelles à vie. C'est le cas de figure qu'on va essayer à tout prix d'éviter. Si maintenant le patient vient avant 48 heures, eh bien là, 2 méthodes s'offrent à nous. Bien. Donc, vous avez la première méthode qu'on a mis en vert, ou la rappelez-moi?
en vert, je me rappelle, ça c'est l'angioplastie primaire. L'angioplastie primaire qui a énormément d'avantages, lesquels? C'est qu'elle a un taux de réussite extrêmement élevé, 90%, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de risque hémorragique, permet de confirmer le diagnostic. Tout ça fait que son bénéfice, le bénéfice d'angioplastie primaire dans le ST+ à la phase aiguë est extrêmement important. Malheureusement, ce bénéfice d'une angioplastie primaire systématique diminue avec le temps parce que le patient nécrose. Et plus il nécrose, moins il y aura de bénéfices à reperméabiliser une artère avec un myocarde à moitié nécrosé, jusqu'à ce que le bénéfice devienne négligeable de l'angioplastie systématique, encore une fois, aux alentours de 48 heures. Bien. Donc, non seulement il faut revasculariser un patient avant 48 heures, mais il faut le faire le plus rapidement possible pour tirer le maximum de bénéfices. La thrombolyse, quant à elle, a un bénéfice, mais un bénéfice moindre. Alors, pourquoi il est moindre? Pourquoi il est moindre ce bénéfice? Parce que taux de succès inférieur à 60%, parce qu'il y a un risque hémorragique, parce qu'il peut y avoir des contre-indications, parce qu'elle ne peut pas confirmer le diagnostic, etc. Donc, ce bénéfice est un petit peu moins important. Voilà. Mais celui-là aussi va faire quoi? Ce bénéfice également de la thrombolyse va diminuer avec le temps. Voilà. Sauf que la thrombolyse n'est pas gratuite. La thrombolyse comporte un risque hémorragique inhérent au patient qu'on va mettre en jaune. Et ce risque hémorragique, n'est-ce pas, ne varie pas en fait. Il est inférieur au bénéfice, c'est clair, sinon il n'y aura pas de thrombolyse. Voilà. Donc là, je suis en train de faire quoi précisément? Bien. Ce risque-là reste stable. Le problème, c'est que les deux courbes risque-bénéfice de la thrombolyse se croisent aux alentours de quel délai? 12 heures. 12 heures, exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant la 12e heure, l'angioplastie, enfin la thrombolyse dans le ST+ est plus bénéfique que risquée, alors qu'à partir de la 12e heure, elle est plus risquée que bénéfique, auquel cas elle ne peut pas être indiquée. Et donc, entre 12 et 48 heures, il y a une seule méthode qui peut marcher, c'est l'angioplastie primaire. Par contre, entre 0 et 12 heures, H12, eh bien, les deux méthodes peuvent être utilisées. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, parfait. Alors, quand je dis H12, H48, vous avez compris que c'est par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport au diagnostic, qu'on soit d'accord. C'est par rapport au début du ST+, c'est-à-dire au début de la douleur. C'est bon? Parfait. Maintenant, si j'ai un patient qui se présente avant la 12e heure, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais devoir opérer un choix entre les deux méthodes. Qu'est-ce qui va m'aider à opérer ce choix? Ça va être en fonction de la disponibilité. Ça va être en fonction de la disponibilité. C'est-à-dire quoi en fonction de la disponibilité, à votre avis? C'est-à-dire que si je dispose d'une salle de cathétérisme, je vais comparer quoi? Une thrombolyse immédiate, parce que je peux la faire facilement, mais comme j'ai une salle de cathé, je peux aussi faire également une angioplastie primaire immédiate. Donc, à chaque fois que vous comparez une angioplastie immédiate d'une thrombolyse immédiate, l'angioplastie l'emporte à chaque fois. Et donc, si je suis dans un centre qui dispose d'une salle de cathé, le problème ne se pose pas. Ça va être tout le temps pour moi l'angioplastie primaire qui sera toujours supérieure à la thrombolyse. Alors, ça veut dire quoi? Ne pas disposer d'une salle de cathé, c'est transporter le patient, regardez là-bas, vers un autre centre d'angioplastie, là-bas, qui peut être très loin. Et donc, si ce centre est très loin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais comparer une thrombolyse immédiate
magnifique. Hein. Il fait très chaud aujourd'hui ou là c'est moi? Il fait très chaud. Ouais, très chaud. Ouais. Pas propice hein, pour la... Bien. Sauf si, très très chaud. Ouais, t'as raison. Je suis en train de me réhydrater. Bien, sauf si, exception faite, si on a une contre-indication à la thrombolyse. Alors, si vous avez une contre-indication à la thrombolyse, ben, écoutez, là, vous n'avez plus le choix. Vous faites l'angioplastie primaire, quel que soit le centre disponible. Voilà, à condition que vous restez dans les 48 heures. Hein. Mais je ne pense pas qu'on ait en Algérie un point qui a plus de 48 heures d'instant d'angioplastie. Hein. Je ne crois pas que ça existe. Et donc là, s'il y a une contre-indication, là, on doit transporter le patient. C'est le seul truc qui reste. Bien. Alors, question, maintenant, si je thrombolise, ben, je fais quoi par la suite? On Ben, surveille. On surveille. On surveille quoi? La survenue des complications hémorragiques? Oui, par exemple, exactement, très bien. Alors, ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais celle-ci apporte un élément juste. Mais quoi d'autre? Alors, est-ce que le taux de succès de la fibrinolyse est parfait? Si ça a marché, bravo. Parce que si ça ne marche pas, ben, c'est comme si je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cela? Parce que je fais une angioplastie primaire, bon, écoutez, je peux savoir si l'artère est repérée ou pas. Encore. Mais si je thrombolise, je sais que le taux de succès est de 60%. 60%, c'est-à-dire que dans 40% des cas, c'est un échec. Et échec à la thrombolyse veut dire quoi? Veut dire que je n'ai rien fait. L'artère n'est pas encore perméabilisée. Donc, si un succès, c'est bon, ben, je suis à l'aise. S'il y a échec maintenant, qu'est-ce que je fais? Une angioplastie de sauvetage. Exactement, voilà. Et donc, s'il y a échec, retour à la case départ, il faut revasculariser. Et s'il y a échec, il faut revasculariser par la seule méthode qui reste, c'est l'angioplastie. Dans ce cas-là, elle s'appelle angioplastie de sauvetage. Donc, où je fais la primaire, où je fais de sauvetage, primaire, c'est-à-dire que c'est la revascularisation de première intention. C'est ça primaire. Bien. Où je mets de sauvetage, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de sauvetage? Ben, ça veut dire que la fibrinolyse a été un échec et ben, je dois quand même essayer de sauver ce myocarde. On l'appelle angioplastie de sauvetage. Très bien. Donc, ça sous-entend quoi? On thrombolise 2 fois. Alors, ça, c'est une bonne osmo. Oui, mais bon, tu ne peux pas thromboliser 2 fois de suite parce que finalement, tu vas donner quoi? Tu vas donner 2 fois ben, la double dose de la thrombolyse. Alors là, à mon avis, hein, si tu donnes la double dose, ça veut dire que tu augmentes le risque hémorragique sans augmenter l'efficacité. Ouais. Parce que la dose de la thrombolyse n'a pas été établie comme ça au hasard. Hein. On a cherché pertinemment ben, la dose la plus efficace avec le moins de risque hémorragique. Donc, on ne peut pas rethrombolyser. Bien. Et puis, si tu rethrombolyses, ce n'est pas évident que ça marche. Hein. Voilà. Bien. Et donc, je dois disposer de critères pour savoir si c'est un échec ou là, c'est un succès. Alors, quels sont les critères de succès? Normalisation de l'ECG. Apparition de la douleur. La disparition des anomalies à l'ECG. Exactement. En fait, ben, écoutez, succès, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'artère est perméabilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ST+. Il n'y a plus de ST+. Si l'artère est ouverte, le ST+, est lié à une occlusion de l'artère. S'il n'y a plus ST+, eh bien, il n'y aura plus les critères du ST+. Et donc, ben, c'est quoi critère de succès? Disparition de la douleur, puisque c'est un critère du ST+. Et quoi d'autre, le deuxième? Régression du sus-décalage. C'est logique ou pas? Oui. Très. Et donc, 2 critères majeurs hein, de succès qui sont quoi? Sédation. Il faut que ce soit une sédation complète de la douleur. Il n'y a pas un petit fond qui persiste ou pas. Non, le patient est complètement sédaté. Enfin, ce n'est pas sédaté, il est complètement soulagé.
la douleur, et puis le sus-décalage a régressé. Juste une remarque par rapport à la douleur. Est-ce qu'à la phase aiguë, on a donné des antalgiques dans notre conduite à tenir initiale? On est censé donner. C'est la question exactement que je pose. Et reformuler mes questions n'apporte pas de réponse. Non, il ne Est-ce faut qu'on est pas. censé donner? Non. On donne ou on ne donne pas? On donne, oui. On donne. Selon la nécessité. Non, On donne des antalgiques majeurs, normalement. Très bien. Alors, le problème qui se pose, c'est que si tu donnes des antalgiques majeurs, c'est que tu vas soulager la douleur. C'est bien pour le patient. Mais est-ce que tu pourras préjuger, enfin juger, pas préjuger, tu vas juger de l'efficacité de ton traitement? Non. Non. Voilà, exactement. Donc, tu ne sauras pas si la douleur cède, si c'est l'effet bénéfique de ta revascularisation, c'est-à-dire de ta thrombolyse, ou si c'est l'effet de l'antalgique majeur. Vous voyez? Et donc, la douleur est un symptôme désagréable. Oui, exactement. Ça masque l'échec. Bravo, Danida. Je n'aurais pas exprimé les choses mieux que toi. Ouais, ça masque l'échec. Donc, ça soulage le patient, c'est bien, mais ça te prive du moyen de contrôler le succès de ta fibrinolyse. C'est pour ça qu'actuellement, on a tendance à ne pas donner d'antalgique. D'ailleurs, écoutez, si vous thrombolysez immédiatement, pourquoi donner un antalgique pour finalement, n'est-ce pas, reperméabiliser l'artère quelques temps après? Ce n'est pas très logique. Bon, alors si c'est une douleur extrêmement intense, angoissante, que le patient n'a pas supporté, là, on n'a pas le choix. On essaie de l'amoindrir, au moins avec les antalgiques, mais on ne donne pas d'une manière systématique, surtout si la douleur est supportable. Est-ce que c'est clair? Peut-être. Oui, très bien. Donc, deuxième un petit peu critère, c'est la régression du sus-décalage. On s'est rendu compte que c'est un bon critère, sauf que le sus-décalage peut mettre du temps. Donc, il peut mettre du temps, même en cas de succès. Hein. Voilà, il ne disparaît pas aussitôt. Et donc, on n'exige pas qu'il disparaît complètement, mais au moins qu'il régresse d'au moins 50%. C'est-à-dire que connaître le sus-décalage initial et le mesurer est important. Si j'avais un sus-décalage de 8 mm, et s'il repasse en deçà de 4 mm, est-ce que c'est un succès ou pas? Eh bien, c'est un succès. Pourquoi? Même s'il n'a pas complètement disparu, parce que j'exige qu'il disparaisse, qu'il s'amoindrit, qu'il diminue au moins de 50%. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Oui, très bien. Sauf que cette régression du sus-décalage est un peu lente. Hein, voilà. Donc, on a vérifié ça, même quand c'est un succès franc, n'est-ce pas? Même si c'est un succès d'angioplastie franc, le sus-décalage met quand même du temps. Il met à peu près 1 heure pour régresser. Donc, est-ce que je refais un ECG juste après la thrombolyse? Non. Je vais quand même laisser du temps. La douleur est plus rapide à céder. D'accord? Mais le sus-décalage peut mettre du temps. Il peut mettre 1 heure. Donc, quand est-ce que je dois refaire l'ECG pour juger de mon efficacité? 1 heure après. Exactement. Ça. Sauf que le problème se pose d'une autre manière. 1 heure, c'est un peu lent. Ça. Imaginons que je suis, par exemple, à... Allez, oui, non, allez. في البرواقية. C'est où? C'est où ça? Média. تعرفوش Médéa. البرواقية تصلوا بينا. البرواقية c'est Médéa exactement. C'est un petit peu plus loin que Médéa. Voilà. البرواقية c'est après Médéa قبل قصر البخاري ياك. Oui. Oui, exactement. Ouais. Tu es de là-bas? Non. En tout cas, c'est une belle région. Donc, imagine, on a fait le Borwaguia et je suis de cadre et je reçois un ST+, qui a H3. Donc, est-ce que les deux méthodes s'offrent à moi? Oui. Oui. Bien. Et donc, est-ce que j'ai une salle le Borwaguia? J'imagine pas parce que Borwaguia, c'est une petite ville. D'ailleurs, les externes ne la connaissent même pas. Et donc, je ne vois pas qu'il y ait une salle de caté là-bas. Quelle est la salle de caté la plus proche? Blida. Blida est à peu près à combien d'heures de Borwaguia Blida? 1h30. 1h30, très bien. Imaginons que je suis à midi et que ça circule très mal. Donc, ça va être à combien? Imaginons que ça soit 3 heures de temps. Ouais. La circulation, il faut compter ça aussi. Donc, est-ce que je thrombolise ou pas? Oui. Je thrombolise. Encore faut-il chercher quoi avant de le faire?
Les contre-indications. Contre-indication, exactement. Parce que s'il y a une contre-indication à la thrombolyse, je ne la fais pas. Eh bien, s'il y a une contre-indication, On envoie le malade. on voit le malade à Blida, même si c'est 3 heures après. Exactement. Donc, j'interroge mon patient, j'ai la liste, hein, voilà, parce que je ne l'ai pas prise par cœur. Je laisse de mélanchol, une checklist, je vérifie une par une. As-tu fait un AVC hémorragique? As-tu fait un AVC ischémique de moins de 6 mois, etc. Eh bien, je ne trouve pas de contre-indication, je thrombolyse. Ça. Et donc, après la thrombolyse, je vais voir si c'est un succès ou pas. Exactement, oui. Voilà. Tu as compris, Dalinda. Et tu es en forme, Dalinda, aujourd'hui. Hein? Tu as mangé quoi? Là, tu es à Kiflakli. Exactement. Mais laisse-moi t'expliquer à tes camarades. Et donc, imaginons que je garde mon patient 1 heure pour un petit peu, tu as de la chance, hein, un petit peu, moi j'ai pas de clim, là, il y a une daube. Imaginons que je garde mon patient 1 heure pour juger de l'efficacité de la thrombolyse, pour l'envoyer s'il y a échec. Ça. Donc je le garde 1 heure, n'est-ce pas? Après 1 heure, je remarque que le patient a toujours mal et que le sus-décalage n'a pas régressé. Qu'est-ce qui se passe? Échec ou succès? Échec. Échec. Donc là, je dois l'envoyer. Oui. Oui, ça. Après 1 heure, ça n'a rien donné. Il faut que tu parles à Blida. Il va me dire, j'ai perdu déjà 1 heure. 1 heure que mon myocard est en train de se nécroser. Pour rien. Est-ce qu'on peut gagner leur ADEC? Oui. Oui. Où est-ce qu'on la gagne? On l'envoie tout de suite après la thrombolyse. Exactement. On va la gagner transport. C'est-à-dire que moi, je thrombolyse, mais je ne vais pas perdre du temps à juger de l'efficacité. Je vais être précautionneux. Hein, c'est quoi être précautionneux? C'est s'attendre au pire, le cas le plus défavorable. Je vais dire que je vais envoyer mon patient bien avec une lettre explicative, avec les ECG très importants. Hein, on ne bat le Blida. Et c'est le médecin de cas de Blida qui va juger de l'efficacité. Voilà. Parce qu'une fois arrivé Blida, 3 heures après, le médecin de Blida a largement le temps de juger de l'efficacité. Il va faire un ECG. Si le décalage a régressé, que le patient a toujours mal, il conclut à quoi? Succès. Exactement. Mais si 3 heures après, il remarque que le sus-décalage est toujours là, c'est quoi? Échec. Et bien, il va lui faire une angioplastie primaire immédiatement. Et donc, l'heure AD qu'à attendre le succès ou l'échec, je l'ai consommé dans le transport, je ne l'ai pas perdu bêtement. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ouais. Alors, la douleur est censée céder rapidement, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure ou 20 minutes, en tout cas rapidement. Le problème, c'est qu'il faut avoir quoi? Les 2 critères pour dire succès. Un seul ne suffit pas. Il faut les 2 critères. C'est bon? Docteur, Oui, vas-y, Docteur. je t'écoute. si le patient il réagit mal à la thrombolyse durant le transport, on fait comment? Oui, écoutez, théoriquement, on devrait assurer un transport médicalisé. Bien. Alors, tu peux attendre 10 minutes de temps parce que la thrombolyse, maintenant, c'est instantané. C'est juste une seringue. Hein. Voilà. Alors, tu peux attendre 10 minutes, voir s'il ne fait pas d'hémorragie et l'envoyer par la suite. Voilà. Mais normalement, il y aura avec une ambulance médicalisée. D'accord. Avec voie d'abord, remplissage s'il fait une hémorragie, etc. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, 2 autres critères peuvent être utilisés pour juger du succès ou pas, hein, mais qui ont une beaucoup moindre importance que les premiers. Alors, le 1 est biologique et 2, il est électrique. Alors, le critère électrique, c'est ce qu'on appelle un RIVA. Voilà. Est-ce que vous avez entendu déjà ce terme RIVA? Oui. Oui, alors c'est quoi un RIVA? Alors, on dit une RIVA ou un RIVA? Un RIVA. RIVA, ouais, c'est quoi un RIVA alors? Rythme idioventriculaire. Exact. Accéléré. Accéléré, voilà. Accéléré. Alors, c'est quoi un rythme idioventriculaire accéléré? C'est un signe de succès.
Ouais, c'est un signe de succès, puisqu'on a félicite de succès, mais c'est quoi? Comment vais-je le reconnaître? Ah, exactement. Alors nada, c'est tout sauf ça, hein, en fait. C'est tout sauf ça. Alors, je vais expliquer c'est quoi un riva. Je vais donner ses caractéristiques et vous allez me dire ce que c'est. Alors, c'est un rythme qui n'est pas rapide, qui ne dépasse pas les 100, généralement. Voilà. Fréquence inférieure à 100, qui est fait de QRS large. Les QRS se ressemblent, monomorphes, qui est régulier, qui est avec dissociation auriculo-ventriculaire et complexe de capture et de fusion. Donc là, je suis en train de décrire quoi? Exactement, voilà. Il ressemble point par point à une TV monomorphe. C'est pratiquement la même chose. Exactement, sauf que ce n'est pas une tachycardie. Donc, je n'ai pas le droit de parler d'une TV. Voilà. Bien. Et donc, si ce n'est pas une TV, c'est quoi? C'est un rythme à commande ventriculaire. Donc, c'est le ventricule qui émet le rythme, mais qui n'est pas une TV, qui n'est pas une tachycardie. Donc, je parle d'un rythme idioventriculaire accéléré. Pourquoi je dis accéléré? Parce que le rythme ventriculaire, généralement, comme les foyers d'échappement, sont censés être lents. Alors, si la fréquence n'est pas de 30 ou de 40, mais elle est de 70 à 80, c'est que c'est un rythme idioventriculaire accéléré. Au chemin idioventriculaire, c'est-à-dire qu'il naît au niveau du ventricule, il est rapide, accéléré par rapport au rythme propre du ventricule, qui est censé être très lent, mais qui ne dépasse pas les 100, et donc je ne suis pas autorisé à dire que c'est une TV. Est-ce que vous avez compris? Oui? J'ai pas bien saisi, monsieur. Vous de la mathématique, parle mieux. J'ai pas bien saisi. Tu n'as pas bien saisi, très bien. Alors, si je te donne un tracé, j'efface Hadia, c'est bon là pour le truc, non? Oui. Bien, je vais effacer. Je vais d'analyser ça, regarde. Hop, QRS. Voilà. Voilà. Et je te dessine des ondes P ici. Voilà. Et je te dis que la fréquence entre les QRS, Hadia, c'est 90 battements par minute. Alors, si je te demande d'interpréter cela, tu vas dire quoi? Faire des ventriculaires. Oui, tu pourrais dire tachycardie ventriculaire. Pourquoi? Parce qu'elle est faite de QRS large, régulier, monomorphe, avec dissociation ventriculaire, avec capture et fusion. Ben, sauf que tu as un critère qui manque, peut-être l'essentiel même, c'est que la fréquence est inférieure à 100. Ouais. La fréquence est inférieure à 100. Oui. Alors, si la fréquence est inférieure à 100, c'est-à-dire que je ne peux pas parler de TV. Alors, je parle de quoi? Ça peut être un BAV. Est-ce que ça peut être un BAV complet? Ben, non, le BAV complet, il n'y a pas de complexe de fusion, il n'y a pas de capture. Et le rythme ventriculaire est beaucoup plus lent. Il est bradycade. Et donc là, c'est quoi? C'est un foyer d'automatisme ventriculaire plus rapide que celui d'un BAV, d'un rythme d'échappement, mais moins rapide que celui du TV. Et donc, c'est un rythme qui naît au niveau du ventricule. Je parle d'un rythme idioventriculaire, c'est-à-dire qui prend l'essence au niveau du ventricule, qui est rapide par rapport au foyer d'échappement. Donc, je l'appelle accéléré, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas assez rapide pour parler d'une TV. Vous me suivez ou pas? Oui. Et donc, ça s'appelle quoi? Un riva. Et un riva, c'est un signe de reperfusion. D'accord? D'accord, merci. Parfait. Quatrième signe, alors c'est obligatoire, la présence de complexe de fission ou de capture ou de dissociation suffit-elle à elle seule? Non, la dissociation suffit à elle seule. Voilà. Alors, ça suffit largement. Voilà. Mais on fait la description totale. Hein. C'est-à-dire que tu peux ne pas voir la dissociation et voir les complexes de fission et de capture. L'un des seuls suffit. Bien. Quatrième critère, voilà, qui est peut-être le moins utile, c'est un pic précoce et étroit des troponines. Alors, ça veut dire quoi? On avait dit que si on faisait un ST+, ben, les troponines seront positives. Vrai ou pas? Est-ce que je peux avoir un ST+, avec des troponines négatives? Non. Malheureusement, pas dans notre monde. Peut-être dans un monde parfait, mais pas le nôtre.
on ne peut pas éviter la nécrose de certaines cellules et les troponines seront comment? De toute manière, positives. Sauf que la courbe des troponines, si je fais une cinétique et non pas un seul dosage, la courbe des troponines, si le myocarde a complètement infarci ou s'il y a eu succès de la reperméation, n'est pas la même. Donc, si le myocarde a complètement infarci, les troponines augmentent aux alentours de la 3e heure, 3e, 6e heure, un petit peu plus tôt. Ça passe par un pic très important, hein, voilà, aux alentours de 24-48 heures. Et ça met 3 semaines. Voilà, je n'ai pas un écran assez large, mais ça fait 3 semaines pour 2 à 3 semaines pour se négativer. Donc ça, c'est une courbe de troponine, de quoi? D'un ST+, qui n'a pas été revascularisée, ou du moins pas avec succès. Vous me suivez ou pas? Oui? Oui, maintenant, si j'ai un succès et si je fais une courbe de troponine à ce patient qui a été revascularisé avec succès, je vais avoir quoi? Un début plus précoce, qu'un pic plus ample, mais plus étroit. Une négativation plus rapide. Alors, je l'ai peut-être mal dessiné. Je refais ou c'est pas la peine? Pas la peine. D'accord. Allez, je vais refaire. Voilà, pic plus ample, ça étroit. Une négativation assez rapide. Voilà. Donc ça, c'est une courbe de quoi? D'un succès. Et ça, c'est une courbe d'un échec. Bien. Alors, quelle est la courbe qui vous paraît la plus jolie? La moins dramatique? Celle de succès. Oui, parce que c'est un succès, mais bon, en dehors de cela. Pourquoi? Pourquoi c'est du succès? Sa cinétique, elle est... Ben, parce que premièrement, première des choses, on peut estimer, évaluer le degré de la nécrose, l'intensité de la nécrose, n'est-ce pas, sur le dosage de troponine. Mais quoi précisément? Pas le pic des troponines, c'est l'air sous la courbe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus un infarctus est étendu, plus la nécrose est importante, plus le taux de troponine sera élevé. Est-ce que vous serez d'accord avec cette idée? Oui. Oui, mais ce n'est pas le taux absolu. C'est quoi en fait le meilleur reflet du myocarde, de la quantité du myocarde qui se nécrose? Eh bien, c'est l'air sous la courbe. Voilà, c'est ça. Très bien. Et donc, même si le pic précoce est plus ample, eh bien, la quantité du myocarde nécrosé est moins importante. Pourquoi? Parce que l'air sous cette courbe, là, je vais réussir à l'assurer, voilà, est moins important que celle-ci. Vous me suivez ou pas? Oui. Ouais, donc, on pourrait croire que la première courbe est plus grave parce que le taux de troponine est élevé. Non. La nécrose est moins importante parce que le taux est élevé, mais le pic est étroit. Donc, l'air sous la courbe, qui est le meilleur reflet de la nécrose, est plus petit. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, très bien. Mais pourquoi donc un succès de la thrombolyse donnerait un pic précoce, élevé et étroit? Et étroit parce que la revascularisation est plus rapide, c'est ça? Enfin, ce fut un succès. Mhm. La revascularisation lève l'obstacle et laisse passer les troponines dans le sang. Qui fait? Pardon? La revascularisation lève l'obstacle et laisse passer les troponines dans le sang. Exactement. Mais comment tu sais ça, toi? Tu n'es pas censé savoir ça. C'est apprendre. Vous m'intriguez. Où est-ce hein? Tu l'as deviné? Oui. Oui, exactement. Ben, très bien deviné, c'est exactement cela. Alors, pourquoi la cinétique des troponines est lente à se négativer? Bon, la quantité est importante, c'est clair, parce qu'il y a eu échec, donc tout le territoire s'est nécrosé. Mais comme l'artère est bouchée parce qu'il y a eu échec de la reperméabilisation, qu'est-ce qui se passe? Les troponines relarguées dans la circulation ont du mal à être lavées, à gagner la circulation générale parce qu'il n'y a plus de flux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de flux,
parce que l'artère est complètement fermée et elle est restée fermée. Si maintenant, vous avez un succès, c'est-à-dire qu'elle était fermée, puis elle s'est reperméabilisée, la quantité nécrosée est petite, mais comme il y a un lavement, qu'est-ce qui se passe? Les troponines rejoindront plus rapide, plus facilement la circulation générale parce que le territoire est de nouveau irrigué. Il va laver, n'est-ce pas, le territoire très partiellement nécrosé, des troponines coincées dans les cellules et puis ça va les faire amener à la circulation générale d'une manière plus rapide. On aura quoi? Un pic précoce, élevé et étroit des troponines. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est signe indirect de quoi? De la reperméabilisation, voilà, qu'il y ait un flux de nouveau dans la circulation coronaire. Bien. Alors, c'est un critère qui est le moins important. Alors, pourquoi celui-là est le moins important de tous? Logiquement, alors, pourquoi c'est lui qui m'aide le moins finalement? Les résultats prennent du temps. Exactement, bravo. Et vous êtes en forme, Guillaume, rien ne vous détruit, vous, hein, même pas la chaleur, c'est bien. Parce que là, ça permet juste un diagnostic rétrospectif. Et donc, ça ne va pas m'aider à décider si ma méthode a été efficace ou pas. Voilà. D'accord? Bien, donc j'ai cité 4 critères. Sédation complète de la douleur. Régression d'au moins, il faut les apprendre, hein, au moins de 50% du sus-décalage, hein, 1 heure après. Réaliser 1 heure après. Ça, c'est les 2 critères essentiels. Il faut les 2. Et à mon avis, les 2 suffisent pour dire qu'il y a le succès. 3e critère, RIVA, un petit peu moins important. Et le 4e critère, pic précoce étroit des troponines, permet juste un diagnostic rétrospectif. Bien. Une dernière remarque avant de clore cette partie. Eh bien, sachez que ces critères-là sont valables aussi bien pour la thrombolyse que pour l'angioplastie primaire. Voilà. Et nous, celui que je remarque moi le plus, c'est le RIVA, parce que quand je fais une angioplastie primaire, dès que je pose mon stent, je dégonfle, dès que j'ai rétabli le flux, je jette un coup d'œil sur le scope et j'ai souvent, voilà, ce RIVA-là qui est très transitoire, que je peux un petit peu voir sur le scope et je suis content de le voir parce que c'est un signe de succès. Voilà. Alors, bon, si tu veux tout savoir, c'est inférieur à 120 parce qu'on considère que je réponds à un ADA. Mais ne posez pas vos questions en privé, posez-le pour que tout le monde puisse les lire et en profiter des réponses. Bien. Alors, donc, Slimane me dit pourquoi le RIVA est un critère de succès. Voilà. Alors, pourquoi? Je vais l'expliquer dans un petit moment. Et pour parler de RIVA, ça parle de quelle fréquence inférieure à 120. Parce que c'est vrai qu'une tachycardie, la limite, c'est 100. Mais une TV, c'est généralement tellement rapide qu'on considère qu'une fréquence d'une TV doit être supérieure à 120. Voilà. Donc, la limite, on n'a pas mise à 100, mais à 120. Voilà. C'est tout. Très bien. Ça, c'est que vous ne soyez pas perturbé si vous lisez ça sur d'autres sources. Bien. Donc, pourquoi la RIVA est un signe de succès? En fait, c'est des foyers qui sont complètement... c'est des foyers d'hyperautomatisme qui sont complètement anéantis parce qu'ils reçoivent une ischémie sévère et puis ils sont reperméabilisés. Voilà. Et quand ils sont reperméabilisés, alors qui a posé la question? Slimane. C'est ça. Très bien. Slimane, Oxmani, imagine que, voilà, pour un petit peu m'amuser avec toi, je vais un petit peu te couper la respiration, t'étrangler. Agda. Si je t'étrangle, tu ne peux plus respirer. Hein. Voilà, c'est clair. Et puis, il n'y a plus de mouvement de respiration. Je t'étrangle pendant 30 minutes. Voilà, ou là, 45, enfin 30 minutes, waouh. 30 secondes ou 45 secondes. Et je lâche. Après ça, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas respirer normalement? Tu vas faire une hyperventilation. C'est normal ou pas? Oui, exactement. Et c'est un petit peu pareil pour les fibres ventriculaires. Donc, les fibres ventriculaires, pas anarchiques, mais bon, tu vas essayer de compenser en ayant une hyperventilation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un foyer qui est victime un peu de cette ischémie, hein? Voilà, il peut y avoir des foyers d'hyperautomatisme qui sont reperméabilisés. Dès qu'il reçoit du sang, il revit. Il voudrait quoi faire ce foyer? Il voudrait accélérer la fréquence cardiaque pour avoir plus de sang.
Voilà. Et donc là, il va y avoir des foyers d'hyperautomatisme un petit peu pathogènes liés à l'ischémie qui vont un petit peu s'exprimer au niveau du cœur. Voilà. Bien. C'est bon? Oui, oui, docteur, merci. Parfait, très très bien. Donc voilà, donc si succès, c'est bon. Voici échec, angioplastie de sauvetage. Si maintenant j'ai un échec, alors, bon, si c'est un échec, angioplastie de sauvetage, pardon. Si maintenant j'ai un succès, ben, j'ai thrombolysé et ça a été un succès. Ben, qu'est-ce que je préconiserais? Angioplastie à un délai plus long. Ah, pas une angioplastie, mais coro, hein, parce que déjà c'est un succès. Peut-être que l'artère est complètement reperméabilisée, n'est-ce pas? L'artère est complètement reperméabilisée. Très bien. Donc, je vais quand même contrôler par une coro. Hagda. Alors, je contrôle par une coro. Première question, pourquoi dois-je contrôler par une coro? Parce que l'artère est reperméabilisée. Donc, c'est un succès. Pourquoi je dois contrôler le succès? Et deuxièmement, si je le fais, ça va être dans quel délai? 24 heures. Exactement, 24 heures. Bravo. Mais pourquoi je dois contrôler un succès dans ce cas-là? Je suis Pour là. éviter la récidive, Oui, pourquoi il peut y avoir récidive? il reste une partie du thrombus. Exactement, voilà, parfait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je dis succès de la thrombolyse, quand je dis succès de la thrombolyse, veut dire quoi? C'est-à-dire que la thrombolyse m'a lysé le thrombus qui bouchait l'artère. On est d'accord? Hein? Oui. Parfait, on est d'accord. Très bien. Vous êtes sûr qu'on est d'accord? Oui. Oui, parfait. Mais quand j'ai un succès, ben, ça veut dire juste qu'il y a du flux qui repasse. Ça ne veut pas dire pour autant que le thrombus a complètement disparu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la thrombolyse finalement peut me liser non pas la totalité du thrombus, mais juste une partie, si bien qu'il y a un flux qui repasse. Et si un flux qui repasse, l'ischémie n'est pas si critique que ça, la douleur cède et le sus-décalage régresse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas encore des résidus thrombotiques au niveau de la lésion. Et donc, la thrombolyse, le succès de la thrombolyse peut correspondre finalement à deux cas de figure. Soit dans le cas le plus favorable, et on l'espère, hein, bien sûr, c'est que tout le thrombus a été lysé, c'est possible, hein, il arrive que la thrombolyse fait ça. Ou bien, n'est-ce pas, dans un autre cas, ben, la thrombolyse m'a au moins réduit le thrombus et il y a du flux qui repasse. Mais dans les deux cas, ça va être un succès. Avec quoi? Disparition de la douleur et régression du sus, décalage d'au moins 50% une heure après. Mais moi, mes critères cliniques, malheureusement, ne me permettent pas de savoir dans quel cas de figure je suis. C'est un succès, c'est clair. Et tout ce que me dit succès, c'est que le flux est rétabli. Maintenant, est-ce que le flux est rétabli en faisant disparaître complètement le thrombus ou est-ce que le flux est rétabli avec un résidu thrombotique qui reste? Je ne sais pas. Et donc, je dois faire quoi? Contrôler cela. Et comment pourrais-je contrôler cela? Par une coronarographie. Et pourquoi dans les 24 heures? Parce que j'ai le temps. L'artère s'est reperméabilisée. Je ne suis pas obligé de le précipiter pour le faire. Mais je ne dois pas trop attendre. Sinon, le thrombus éventuel, parce que je ne suis même pas sûr, peut reboucher l'artère. En fait, finalement, la thrombolyse peut vous nettoyer complètement le thrombus, voilà, dans le cas le plus favorable, mais dans le cas moins favorable, hein, dans l'autre cas, voilà. Dans l'autre cas, elle peut vous faire quoi finalement? Est-ce que vous pouvez m'exprimer ça autrement? Elle le perméabilise. Oui, ça veut dire quoi, reperméabiliser? Ça veut dire que quelque part, et c'est une manière de parler, hein, ne dites jamais ça, parce que c'est une bêtise, et c'est juste pour vous approcher, c'est pour vous faire percevoir l'image. Voilà, voilà. On dirait, entre guillemets, qu'elle vous transforme un ST+, en un ST. Un ST- qui reste comment? Quand même à haut risque. Un ST- à haut risque, vous lui faites quoi?
une coronarographie avec éventuelle angioplastie dans les 24 heures. Voilà, exactement. Alors, dites jamais que la thrombolyse se transforme en anesthésie en anesthésie, regarde comme zéro à l'examen. C'est faux. Mais c'est juste pour vous faire approcher l'image, vous faire comprendre le raisonnement. C'est-à-dire que c'est toujours une plaque, mais sur la plaque, il y a toujours un thrombus résiduel qui peut se reformer et me boucher l'artère de nouveau. C'est pour ça que je dois me comporter comme si c'était un ST-, parce qu'un ST-, c'est rien d'autre qu'une plaque rompue avec un thrombus dessus. Est-ce que c'est clair? Donc c'est comme si que le thrombus occlusif devient subocclusif, c'est ça? Oui, bravo, exactement. Oui, oui. C'est une éventualité qu'il va falloir vérifier. Et comment tu te comportes avec un thrombus subocclusif? Tu fais une coronarographie dans les 24 heures. 24 heures, exactement. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Oui. Oui, parfait. Oui, docteur. Très bien. Alors, une petite pause de 2 minutes et je reviens. Et on va faire le traitement de sortie, expliquer sa pertinence. Je reviens tout de suite. Hein. Bien. Alors, je suis revenu. On va peut-être mettre un
peu le PowerPoint. Donc là, je vais effacer ça. De nouveau partage. Oh, je ne l'ai même pas ouvert. Tiens. Vous préférez des cours faits avec un PowerPoint ou là avec un tableau blanc à l'ancienne? À l'ancienne, c'est mieux. J'aime les PowerPoint. Oui. Ça dépend. Ça dépend le cours, j'imagine. Donc, on est sur cardiopathie ischémique 3, le retour. Donc là, ça va être sur Toshiba, je peux pas. Et cardiopathie ischémique. Oui, Dalinda, exactement. Donc, ne posez plus de vos questions en privé. Posez-les pour tout le monde. Donc, on me pose la question. Docteur, alors, dans tous les cas, après thrombolyse, faites choro. Oui, après la thrombolyse, on fait la choro, quel que soit le succès ou l'échec. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas le même délai. Donc, je la fais immédiatement après ou le plus rapidement possible s'il y a échec. Et je la fais, j'ai 24 heures pour la faire s'il y a un succès. Donc, c'est important de connaître si c'est un succès ou un échec. Ça reste important. Voilà. Partager l'écran. Alors, je reviens sur cardiopathie ischémique 2. Voilà. Tu vas te partager, oui. Bien. Donc, ouais. Alors, j'ai juste montré ce que c'est qu'une angioplastie primaire. Hein. Bien. Alors, imaginons que vous recevez, n'est-ce pas, un patient, n'est-ce pas, qui est diabétique, obèse. Alors, il y a le partage ou pas? Oui, docteur. Et maintenant? Il est partagé l'écran, docteur. L'écran est partagé? Il n'est pas. Oui, docteur. Il est partagé. Très bien. Alors, imaginons que vous recevez un patient, on va dire qu'il a 65 ans, qui est obèse, qui est un gros fumeur, n'est-ce pas, qui est diabétique et qui se présente pour une douleur Docteur, épigastrique. Pardon. Il y a un problème avec le micro, je crois, non? Avec le micro. Avec l'audio? Non? Ah, ça c'est réglé, c'est bon, c'est bon. Ah, très bien. J'ai tourné juste la tête. Voilà. Bien. Alors, là, vous allez lui faire quoi s'il consulte pour ça? Le partage n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Hein, voilà. Vous allez lui faire quoi? Docteur, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui. C'est-à-dire que tu es de garde et tu as reçu un homme de 65 ans qui est gros fumeur, obèse, diabétique et qui se présente pour une douleur épigastrique. On fait un ECG. Un ECG. Vous lui faites un ECG, exactement. Alors, pourquoi vous allez vous faire un ECG à un patient qui finalement se présente pour une douleur épigastrique et non pas une douleur thoracique? Il a des facteurs de risque. Il a des facteurs de risque, exactement. Voilà. Donc, voilà. Il a des facteurs de risque et on peut avoir très bien ce qu'on appelle une douleur angineuse. Comment? Atypique. Atypique, exactement. Voilà. Et donc, toute douleur abdominale chez un patient qui a des facteurs de risque doit quand même faire craindre quoi? Une douleur angineuse, c'est-à-dire une douleur d'insuffisance coronaire, une douleur d'ischémie myocardique atypique, de localisation épigastrique. Donc, vous faites un ECG, vous faites un ECG dans un délai de 10 minutes. Et si l'ECG est présent, là, je pense que je vais activer le partage, s'il n'était pas encore. Bien. Si c'est ça l'ECG, vous allez diagnostiquer quoi?
Alors, douleur qui remonte à 2 heures de temps. Hein. Oui, Syndrome ST+. exactement. Syndrome ST+. Non, 10 Syndrome complet. coronaire aigu. Voilà. Avec sus-décalage Sus-décalage. persistant du segment ST. Donc, si vous dites ça, et si on vous pose un cas clinique là-dessus à l'examen, un conseil, même si on ne vous le demande pas, précisez toujours le territoire. Toujours, toujours, toujours. Parce que pourquoi? La question, comment on va la formuler? Quel est votre diagnostic précis et complet? Et pour que votre diagnostic soit précis et complet, devant un syndrome coronarien aigu, il faut toujours préciser le territoire. Donc, tu vas dire quoi? Syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST. Encore une fois, je me suis basé sur l'ancienneté de la douleur pour dire qu'il est persistant. Hein, donc, ça remonte à 2 heures, n'est-ce pas? Voilà, dans le territoire inférieur. Maintenant, si on te demande d'argumenter, qu'est-ce qui t'a emmené à voir ce diagnostic, à faire ce diagnostic? Avant de voir le CG. Mhm. Non, avec le CG, bien sûr. Tu l'as pas, il n'est pas partagé chez toi. Ah si, c'est bon. Si, parfait. Alors, c'est quoi les arguments? Les facteurs de risque, le sus-décalage. Très bien. Oui. Alors, les facteurs de risque, c'est accepté comme argument, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Oui. Quoi On n'a pas d'autre? besoin d'un faisceau d'argument. L'âge. Exactement. Tu n'as pas besoin d'un faisceau d'arguments, ni l'âge. Voilà, c'est bien de les mettre. C'est toujours des arguments, mais ce n'est pas indispensable. Alors, pourquoi? Parce que le diagnostic du ST+ a été simplifié et le diagnostic du ST+ est basé sur quoi? Sur 2 critères. Hein, la Clinique et douleur. électrique. Hein? Critères cliniques et la douleur, n'est-ce pas? Et les critères électriques. Alors, quels les critères électriques? Voilà. Et quelles sont ces caractéristiques? Sus-décalage permanent du segment ST, persistant du segment ST, supérieur à 1 mm sur 2 dérivations contiguës et qui peut s'accompagner d'une image en miroir Très dans les bien, dérivations parfait. opposées. Alors, c'est parfait, mais sauf que là, c'est la théorie. Donc là, c'est un cas clinique et tu dois être plus pratique. Là, tu vas me dire que c'est un sous-décalage qui dépasse 1 mm. Ben, dans quel territoire? Inférieur des 2-3 VF, n'est-ce pas? Convexe. Il est peut-être même, il englobe peut-être même l'antéon des 3. Bon, c'est pas important. Donc, il touche 2 dérivations contiguës des 2-3 VF au moins 2, systématisées, correspondant au territoire inférieur, avec image en miroir dans le territoire latéral. Très bien. Et donc là, on diagnostique quoi? Un ST plus. Très bien. Maintenant, si vous disposez d'une salle de cadet, qu'allez-vous proposer pour ce patient? Angioplastie primaire. Ah ben, avant cela, n'oublie jamais le traitement initial. Voilà. Aspirine, Plavix, clopidogrel. Non, aspirine, clopidogrel, c'est Plavix, HPPM. Revascularisation en urgence. Et si je dispose d'une salle de caté, ça va être l'angioplastie primaire. On est d'accord? Oui. Très bien. Alors, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ce patient n'a pas ressenti de douleur thoracique finalement, mais il a ressenti une douleur épigastrique? Parce qu'il est diabétique. Le siège de l'infarctus. Le siège de l'ischémique. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi? Oui, Parce le que siège inférieur. Voilà. Et l'inférieur, c'est quoi en fait? Ça, c'est pas l'inférobasal, mais c'est c'est pas le postéro-basal, mais c'est le postéro-inférieur ou le postéro-diaphragmatique, ou même l'inféro-diaphragmatique, c'est des synonymes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un petit peu la partie du cœur qui repose sur le diaphragme. Donc, si vous prenez le corps de profil comme ça, vous avez le diaphragme, vous avez le cœur qui repose dessus, et là, vous avez l'apex, la partie antérieure, et là, c'est la partie inférieure, inféro-diaphragmatique, la partie du myocarde qui repose sur le diaphragme. Et la partie inféro-diaphragmatique est en fait un peu épigastrique. Et donc, quand vous avez un infarctus qui touche, ou la dyschémie qui touche cette zone, eh bien, la douleur est volontiers épigastrique, voire même abdominale. D'accord? Donc, cette atypie de localisation, ce n'est pas tout le temps, hein, mais cette atypie de localisation abdominale de la douleur ischémique est plus fréquente dans les localisations inféro-diaphragmatiques, c'est-à-dire qui correspondent au territoire du 2-3 AVF.
Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, très bien. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Une angioplastie? Primaire. Primaire, exactement. Angioplastie primaire. Bien. Et on fait l'angioplastie primaire. On commence par la droite. On trouve ça. Est-ce qu'il y a des lésions? Est-ce qu'il y a des lésions sur la gauche? Ça, c'est la gauche ou la droite? Je me suis trahi. À gauche. La gauche, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des lésions à gauche? Oui. Ah oui, il y a une lésion. Mais il y a une lésion séricidivère. Regardez le diamètre divers. Est-ce qu'il diminue ou pas? Regardez ici le diamètre. Là, le diamètre est là. Est-ce qu'il y a une sténose d'IVA? Oui, il y a une sténose d'IVA proximale. N'est-ce pas? Bon, pas une occlusion, mais une sténose. Vous êtes d'accord? Je la vois à peine. Si vous le dites. Oui, bah, tu la vois à peine, mais admets que ce n'est pas un truc régulier, ce n'est pas un diamètre régulier. Regarde le diamètre ici. Le diamètre ici est là. Voilà, là, on dirait oui, qu'il y a c'est bon, c'est bon. Ouais, Ah oui, ouais, c'est ouais, bon, très bien. Et donc, s'il y a une sténose de l'IVA, est-ce que c'est l'artère coupable? Est-ce qu'on va la faire radier en premier? Ah, je m'attendais que vous répondiez plus rapidement à cette question facile. Non, exactement. Alors, pourquoi non? Pourquoi ce ne serait pas elle l'artère coupable? Et comment, dans ce cas-là, localiser l'artère coupable? On ne la fait pas en premier, oui. Mais alors, pourquoi ce n'est pas l'artère coupable? Parce qu'on cherche une obstruction totale. Non. Non, tu peux avoir une occlusion totale d'IVA, je ne l'aurais pas pour autant faite. Le territoire correspond. C'est pas le territoire. Exactement, bravo, bravo. Alors pourquoi? Parce que vous savez qu'il a sus-décalé dans le territoire inférieur. Et comme vous êtes très fort et vous connaissez très bien votre anatomie, rappelez-vous, on l'a fait juste au départ, hein, quand on a commencé les cardiopathies ischémiques, on avait dit que le territoire inférieur était vascularisé par quoi? À droite. La coronaire droite, exactement. Et donc, si vous connaissez les territoires électriques, si vous savez que D2, D3, VF correspond au territoire inférieur, et si vous connaissez votre anatomie, c'est les deux conditions en fait, vous savez que la coronaire droite vasculaire territoire inférieur, et bien vous allez déduire quoi? L'artère coupable. Vous voyez que c'est important ou pas? Oui, bah, si on ne fait pas ça, on risque de se ridiculiser en allant traiter une artère qui n'est pas l'artère coupable. Bien. Donc, on passe à droite. On va trouver quoi? Voilà, ça, c'est toujours la gauche. Et ça, c'est la lésion de l'IVA. Hein. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vais vous la montrer sur une autre incidence. Puisqu'elle est venue. Voilà, la lésion est là, celle de l'IVA. Serrée. Bien, mais quand je fais la droite, je trouve ça. Voilà. Est-ce que c'est l'artère coupable? Eh bien là, il n'y a aucun doute. En plus, ça, c'est la coronarographie typique d'un ST+, où l'artère est complètement occluse. On voit même qu'il y a du blanc à l'intérieur. Et pourquoi il y a un truc grisâtre blanc? Ça correspond à quoi? Thrombus. À du thrombus, exactement. Un thrombus qui m'a complètement fermé l'artère. Et vous voyez que la distalité, rien ne passe. Ouais. Et donc, exactement. Alors, on préfère le terme, quand c'est un ST+, on préfère le terme de quoi? De thrombose à celui d'occlusion, bien que celui d'occlusion est juste. Mais thrombose l'est encore plus. Bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait une angioplastie primaire. Alors, vous connaissez le principe. Donc, on va placer un guide. Voilà. Et déjà, quand on place un guide, déjà, on voit le lit d'aval. Le guide de Wahdo a déjà permis la reperméabilisation de l'artère. Et vous voyez qu'il y a du blanc à l'intérieur de la lumière. Vous voyez, le blanc? Ici, là. Et le blanc correspond à quoi?
Mhm. Sténose. Thrombus. D'accord? Puisque l'ST plus, c'est quoi? C'est généralement une plaque non significative qui se rompt sur lequel il y a formation d'un gros thrombus. Et ce qu'on voit ici n'est rien d'autre que le thrombus qui est énorme. Hein. Il est tellement énorme qui donne des images lacunaires. C'est-à-dire tout ce qui est blanc, c'est pas produit c'est pas rempli de produits de contraste parce que c'est pas du sang. Ben, c'est quoi? C'est un thrombus intracoronaire. Vous comprenez? Et c'est quoi le but de l'angioplastie primaire? C'est d'aller avec un stent, écraser ce thrombus et le coincer entre la paroi et la paroi du stent, la paroi de l'artère et la paroi du stent. Alors, on va un petit peu placer notre ballon muni d'un stent, n'est-ce pas? Donc, j'imagine que c'est la prochaine image. Voilà. Vous voyez le ballon ou pas? Donc, le ballon ici, on est en train de le placer. Vous voyez les deux repères radio-opaques pour bien le positionner. Je vais peut-être arrêter l'image. Voilà. Les deux repères radio-opaques du ballon. Voilà. Celui-là. Une fois bien positionné, le ballon muni d'un stent, on gonfle. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le ballon muni d'un stent va écraser le thrombus et le stent évitera que le thrombus revienne. Pourquoi je n'arrive pas à passer? Voilà. Là, on est en train de gonfler. Et là, on va tout retirer et le stent restera sur place. Voilà. Vous voyez qu'on a reperméabilisé l'artère. Vous voyez qu'on a gagné tout ça. Tout ça était comment? Thrombosé et tout ça n'était pas alimenté. Et là, on voit qu'il n'y a plus de thrombus intraluminal visible. C'est un succès ou pas? Oui. Ouais, c'est un succès, exactement. Voilà. Donc, vous avez compris un petit peu le principe de l'angioplastie primaire. Bien. Alors, critères de succès. Donc, là, vous lirez ça à tête reposée à domicile. Je vous transmettrai le PowerPoint. Oui, alors, ce n'est pas une fragmentation de thrombus, non? Non. Pas du tout. Hein. Alors, je vais vous le dessiner peut-être. Oups. En fait, c'est quoi? C'est que quand vous avez un thrombus, on va le coincer en fait. Hein, voilà. Donc, l'artère. Je vais mettre le thrombus en rouge. Voilà. Rouge. Le thrombus sur une plaque d'athérome vulnérable monté sur un ballon. Et je vais le gonfler. Et quand je le gonfle, le stent se déploie. Et quand il se déploie, il va coincer le thrombus qui est en rouge, voilà, entre la paroi du stent et l'artère. Donc, on ne le voit plus parce qu'il est plaqué contre la paroi. Et puis, le traitement va le faire disparaître tout doucement. On a le temps. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on a reperméabilisé l'artère. D'accord? Vous avez compris un peu le principe? Ouais, donc, fragmentation, ce n'est pas bien parce que si on fragmente le thrombus, qu'est-ce qui se passe? Il va partir en distalité. Et s'il part en distalité, il va m'emboliser, hein, ce qui peut être encore plus grave. Bien. Allez, parlons maintenant, après le succès, hein, du traitement de sortie. Et donc, on va donner quoi comme traitement de sortie? Basique. Ouais. Alors là, ça va être différent. Hein. Le chauffe-eau, le basique après un ST- peut être légèrement différent du basique après un ST+. Alors, pourquoi cela? Parce qu'un ST+, il peut y avoir une nécrose. Et la nécrose peut laisser des séquelles. Ça, contrairement à un ST- où il n'y a pas réellement de nécrose. En fait, il a été bien pris en charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, il y a des points communs. C'est qu'on va donner toujours l'aspirine, Plavix et clopidogrel, c'est le Plavix, c'est la même chose. Et les statines. Donc, ça, c'est un traitement de prévention secondaire. Bien. Alors, double antiagrégation plaquettaire aspirine-Plavix pendant combien de temps? Une année. Un an. Une année, exactement. Alors, pourquoi une année? Parce que le risque de récidive est maximal durant la première année. Et que ce risque de récidive est plus important que le risque hémorragique. Auquel cas, le traitement va être plus utile que dangereux.
après la première année, le risque diminue. Je garde l'un des deux, l'aspirine seule. Et l'aspirine seule a un faible risque hémorragique, contrairement aux deux. Donc, aspirine par la suite, à vie. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Très bien, parfait. Oui. Ensuite, je donne aussi une statine, hein, toujours en prévention secondaire, avec un LDL cholestérol cible inférieur à 0,5. On est d'accord? Au moins, si je ne réussis pas à 0,5, au moins inférieur à 0,7. Donc, les doses seront adaptées pour avoir un LDL, allez, pour simplifier, disons 0,7, inférieur à 0,7 grammes par litre. Ça. Maintenant, pourquoi je donne des IEC et des bêta-bloquants? Alors, après un ST+, eh ben, c'est plus utile qu'après un ST-. Pourquoi? Après un ST+, il peut y avoir une nécrose. Voilà. Et nécrose veut dire quoi? Même si elle est partielle, hein, nécrose veut dire fibrose par la suite. Voilà. Le problème, c'est que cette fibrose peut être un petit peu extensive. Et si cette fibrose cicatricielle est très importante, elle est extensive, elle va me faire quoi? Elle va un petit peu me déformer la géométrie du VG. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la paroi du VG, le myocarde, le muscle, est plus solide que la fibrose, qui devient plus fragile. Et donc, s'il y a une nécrose étendue, avec une paroi remplacée par de la fibrose qui est plus fragile, celle-ci peut se déformer sous la contrainte de la pression intracavitaire. Et si elle se déforme, ben, elle peut créer soit un anévrisme, ce qui n'est pas une très bonne chose, ce qui est une complication, soit au moins elle me déforme un petit peu la géométrie. Elle me déforme la géométrie du VG. Très bien. Et si elle me déforme la géométrie du VG, c'est problématique parce que ça va retentir négativement sur la fraction d'éjection. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le VG a un rôle conique, a une forme conique. Et cette forme conique est propice à l'éjection. C'est-à-dire, prenez n'importe quelle cavité, hein, et estimez l'éjection de TH en réduisant son diamètre. Et bien, la meilleure éjection, vous la trouverez en utilisant un cône. C'est-à-dire, en réduisant le diamètre du cavité, la meilleure forme qui éjecte le maximum, ben, ça va être un cône. C'est pour ça que le VG a une forme conique. En fait, c'est une forme qui est propice à l'éjection. Donc, le VG n'a pas une forme conique pour rien. Vous suivez ou pas? Oui. Oui, très bien. Et donc, s'il y a énormément de fibrose, parce qu'il y a une nécrose, fibrose de moins bonne qualité, elle va déformer le VG, il ne va plus devenir conique, mais il va devenir plutôt sphérique. Et donc, quand il est sphérique, ben, il est moins performant et la fraction d'éjection baisse. On parle alors de quoi? C'est quoi le mot pour désigner cette perte? Ben, de quoi? De la géométrie normale du VG. On parle de quoi? De Remodelage. remodelage, bravo, exactement. Et le remodelage qui est dû à quoi? Un petit excès de fibrose. Là, des fois, même il y a trop de fibrose par la suite. Ça. Bien. Parlons maintenant de l'angiotensine 2. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'angiotensine 2? On a une action profibrotique. Exactement. Donc, c'est un vasoconstricteur extrêmement puissant. L'angiotensine 2. Donc, c'est pour ça que bloquer la synthèse de l'angiotensine 2 obtient une vasodilatation. Et donc, les IEC, ceux qui bloquent la production de l'angiotensine 2 en bloquant l'enzyme qu'il produit, qui est l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion entraînent une vasodilatation et cet effet est mis à profit pour traiter l'hypertension artérielle. Vous serez d'accord? Hein? Oui. Oui, parfait. Et donc, sauf que l'angiotensine 2 n'a pas c'est pas le seul effet. Elle a aussi une action profibrosante, c'est-à-dire qu'elle stimule la fibrose des vaisseaux et même du cœur. Et donc, bloquer après un infarctus, cette angiotensine 2 diminue la fibrose et donc diminue quoi? Le remodelage. Et ça, si ça diminue le remodelage, ça permet la préservation de la fonction VG. Vous voyez que c'est plus pertinent de donner ça après un ST plus qu'après un ST moins. Pourquoi? Parce que ça évite le remodelage du VG lié à une éventuelle nécrose. Est-ce que c'est clair?
Oui. Docteur. Oui, exactement. Alors, pareil pour les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants après un infarctus, surtout s'il y a une dysfonction VG, on ne les donne pas comme anti-ischémique seulement, mais comme aussi un traitement qui préserve la fonction VG. Voilà. Donc là, je ne vais pas expliquer peut-être tout de suite le mécanisme. On le verra quand on fera l'insuffisance cardiaque. On ne fera pas une insuffisance cardiaque. On fera un cas clinique, on expliquera cela. Inch'Allah. D'accord? Donc, bêta-bloquants IEC font partie du basique du ST+, surtout s'il y a une nécrose, dans un but de faire quoi finalement? La préservation de la fonction VG en évitant sa baisse et en évitant le remodelage. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, sans oublier les règles d'hygiène, bien sûr, lutter contre les facteurs du risque modifiables et l'éducation du patient sur sa maladie, sur ce qui l'a amené à avoir un infarctus et comment doit se comporter pour éviter ces récidives. Oups. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait, très bien. Donc maintenant, j'aimerais un petit peu, je n'ai pas compris comment la constitution dernière du VG se constitue. Ah, ça c'est simple et ça je peux te l'expliquer, il n'y a pas de souci. Donc, alors, c'est quoi un anévrisme en fait? C'est quand il y a une paroi du VG qui, au lieu de se contracter en systole, va s'expandre en systole, paradoxalement. C'est un anévrisme. Bien. Et donc, je vois ce qui se passe. Je suis en train d'expliquer ce que c'est qu'un anévrisme, hein, bien sûr. Encore faut-il que j'ai un tableau blanc. Un nouveau partage, il fallait partir sur là. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un anévrisme. Anévrisme. Bien, imaginons qu'on a un VG avec du myocarde, du vrai, solide. Il est bien ce VG ou pas? Est-ce qu'il est bien ce VG? Oui, parce qu'il est entouré de myocarde. Utile, fort, il va se contracter en systole. Il a une consistance assez solide en diastole. Donc, il peut se dilater en diastole et il va se comprimer en systole en supportant la pression. Imaginons que ce VG a été victime d'un infarctus et qui a bousillé toute sa partie antérieure. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Nécrose, phénomène d'inflammation qui va me remplacer le tissu nécrosé par quoi? Par de la fibrose qui est plus mince et plus fragile. Déjà, il est moins beau, hein? Voilà. Il lui reste quand même du muscle, heureusement, sinon le patient est mort. Mais une bonne partie s'est amincie, parce que c'est plus du muscle, c'est de la fibrose, et qu'il est devenu plus fragile. Déjà, ça, c'est pas bien. Hein? Voilà. Les performances hémodynamiques ont baissé. Ça. Le problème, c'est que cette paroi fibrotique est moins solide. Donc, elle ne se contracte pas, bien sûr. Hein? Elle est plus fonctionnelle, mais elle est moins solide que le myocarde. Donc, en systole, quand les autres parois se contractent et que la pression au niveau de la cavité augmente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette paroi qui est devenue fragile va s'expandre sous la pression. Voilà. Et donc, ça te crée quoi? Ça te crée un anévrisme, c'est-à-dire une boule accessoire qui, quand le cœur se contracte, eh bien, elle gonfle. Voilà. Et donc, ça vole un petit peu de la fraction d'éjection. Pourquoi? Au lieu que le VG sain éjecte la aorte, il va le sang mobiliser, il va remplir l'anévrisme. Et donc, ça peut être source d'insuffisance cardiaque. Est-ce que c'est compris? C'est comme une hernie. Voilà. Ceux qui donnent une hernie dans un pneu. Hein, c'est quoi une hernie dans un pneu? C'est une zone qui est plus fragile. Et sous la pression, elle va faire quoi? Hop, elle va sortir. Oui, c'est-à-dire qu'il ne supporte plus la pression du VG. Bien. Allez, très bien. Maintenant, j'aimerais un petit peu avoir un truc final, logique, sur le traitement des cardiopathie ischémiques et sur un petit peu le choix entre le traitement médical et l'angioplastie, etc. Alors, vous avez remarqué une chose, hein, que les cardiopathies ischémiques, que ce soit longueur d'effort stable, syndrome coronarien chronique, ST- ou ST+, sont de gravité croissante.
Alors, quelle est la cardiopathie ischémique la moins grave? C'est mort stable, exactement. Bien. Et donc, là, il va y avoir un continuum de gravité croissante. Voilà. Parfait. Et on remarque une chose. Hein? Je peux traiter les cardiopathies par traitement médical. Hein? Voilà. Donc là, c'est traitement anti-ischémique. Là, c'est traitement antithrombotique et anti-ischémique. Mais des fois, ce n'est pas suffisant et je dois adjoindre au traitement, n'est-ce pas, médical, un traitement instrumental par l'angioplastie. Mais il faut que ça soit d'une gravité suffisante pour justifier l'angioplastie. Et donc, est-ce que je traite le syndrome coronarien chronique par une angioplastie d'emblée? Non, c'est le moins grave. Et je traite uniquement si, il y a quoi? Échec du traitement médical. Est-ce que je traite le syndrome coronarien aigu ST- par une angioplastie? Eh bien, le traitement ST- est très hétérogène, où il y a le bas risque, risque intermédiaire, haut risque et très haut risque. Donc, à partir duquel le traitement par l'angioplastie commence? Le risque intermédiaire. Voilà. Et remarquez une chose, ce traitement va être valable du risque intermédiaire, très haut risque, au risque, très haut risque, risque intermédiaire, au risque, très haut risque, ST+, avec des délais de plus en plus proches. Plus c'est grave, plus j'interviens rapidement. Donc, risque intermédiaire, 3 jours. Haut risque, 1 journée. Très haut risque, 2 heures. Ouais. ST+, immédiatement. Donc, il y a une certaine logique ou pas? C'est-à-dire dans la prise en charge globale des cardiopathies ischémiques, en plus du traitement médical, l'angioplastie est indiquée dans les cas graves du ST- bas risque au plus et de plus en plus rapide si la gravité augmente. Donc, c'est logique ou pas? C'est logique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus une cardiopathie ischémique est grave, plus elle nécessite une angioplastie et plus elle est grave, plus elle nécessite une angioplastie rapide. Vous suivez? Oui. Oui. Parfait. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour résoudre définitivement, n'est-ce pas, le problème du sous-décalage non persistant. Pourquoi? Parce que le sous-décalage non persistant, c'est un ST- ou c'est un ST+? ST-. Mais à très haut risque. Hein? Et un ST- à très haut risque, est-ce qu'il diffère beaucoup d'un ST+, si je dispose d'une salle KT? Non. Voilà, pourquoi non? Parce que les deux nécessitent quoi? Une angioplastie dans les 2 heures de temps ou le plus rapidement. Donc, moi, CNMS, sincèrement, le ST+, le ST-, le décalage non persistant ne m'a jamais posé problème. Pourquoi? Si je reçois un patient qui a ce décalage, que ça soit un ST+, ou que ça soit un décalage non persistant, c'est-à-dire qu'un ST- à très haut risque, est-ce que ça change concrètement les choses pour moi? Non. Puisque je vais l'admettre immédiatement, ça KT, quel que soit X. Vous voyez que ce qui vous paraît comme problème, pour nous, ça ne l'est pas du tout. Hein? Parce que c'est 2 trucs de gravité tellement presque similaires qu'ils finissent par la même conduite à tenir. Où est-ce que le problème se pose alors? Parce qu'on n'a pas de salle de KT. Salle de KT. Et pourquoi le problème se pose? Exactement. Docteur, pourquoi pas thrombo? Voilà, c'est très bien, Dalinda. J'avais dit que tu étais en forme et tu le prouves encore une fois. Tu sais que j'ai lu salle de café tellement je suis fatigué. J'ai lu salle de café. Alors, pourquoi on ne thrombolise pas un ST-, même le ST- à haut risque? Alors, qui peut me répondre à cette question? Pourquoi ne pas thromboliser? Voilà. Qui peut répondre à cette question? Que même les raisons nous posent. Hein. C'est le mécanisme qui est différent.
Exactement, oui. Premier élément de réponse, un fait, c'est qu'on a essayé. On a essayé dans les essais cliniques. Et ça avéré que ce n'était pas utile, que c'était plus dangereux qu'utile. C'est-à-dire que thromboliser un ST moi-même à haut risque apportait plus de risques hémorragiques que de bénéfices. Donc là, c'est un fait qui a été démontré. Bien. Maintenant, comment expliquer ce fait? Ben, on croit que ça ne marche pas parce que la proportion du thrombus, exactement, bravo. Bravo, Khawla. Ouais. Parce que la proportion du thrombus n'est pas la même. Et donc, je vais vous dire une chose. Le thrombus dans le ST- est principalement plaquettaire. Il y a une composante fibrinochlorique qui n'est pas très importante. C'est pour ça qu'il n'est pas complètement occlusif. Par contre, la proportion de la quantité, la proportion de l'élément fibrinochlorique dans le ST+, où le thrombus est occlusif et plus volumineux, plus importante. Et sur ces 7 composantes qu'agissent les thrombolytiques. Voilà. Donc la thrombolyse marche très bien dans le ST+, parce que la composante fibrinochlorique est importante, alors qu'elle marche moins bien dans le ST-, parce que la proportion n'est pas importante. Ce qui marche le mieux dans le ST-, c'est les antiagrégants plaquettaires. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une théorie pour expliquer un fait, mais je pense que voilà, c'est logique. Voilà. Cette théorie est assez convaincante, hein, bien que ce ne soit pas peut-être la vérité absolue non plus. Très bien. Et donc là, ça pose problème. Moi, si je suis dans un centre qui n'a pas une salle de cathé et que je reçois un patient qui a un sus-décalage, eh bien, je ne sais pas si c'est un ST+ ou c'est un ST- avec ce décalage non persistant. Alors, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Est-ce que vous pensez une attitude qui va me permettre de résoudre le problème? Eh bien oui. Laquelle? Je reçois un patient qui a un ST+, ce décalage. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux en tête de soit le plus probable, c'est un véritable ST+, hein, soit c'est un sus-décalage non persistant. Et dans ce cas-là, c'est quoi l'explication du sus-décalage non persistant? C'est une obstruction momentanée. Oui, dû à quoi? Spasme coronaire. Bravo. C'est dû à un spasme. Donc, qu'est-ce que je fais? Écoute, moi, je considère que c'est un truc persistant. Je vais thromboliser. Donc, je vais préparer la thrombolyse, qui n'est pas instantanée. Ça prend moins 5 minutes. Oui? C'est là? Non. Je vais peut-être sur l'autre la calculer à la واقع مش هنا. نغير les bureaux. تعرفوا فؤاد؟ Non. Moi non plus. جا واحد يسال فؤاد. Bon. ما كاش فؤاد لهنايا non? Non. Non. Bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prépare la thrombolyse, ça me prend à peu près 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vais en profiter pour mettre du lait nitral, peut-être pour intraveineuse ou même sublingual. Peut-être intraveineuse, c'est mieux. Le nitral, c'est un excellent médicament antispasme. Je mets du nitral, première des choses, et je prépare ma thrombolyse. Ça me prend 5 minutes et le nitral est en train de passer. Quand j'ai fini la thrombolyse, je fais quoi? Juste avant d'injecter, ça prend 2 minutes, je refais un ECG. Si c'était un spasme, il aurait toutes les chances de régresser sous les nitrales. Et si le décalage a régressé, hop, je ne thrombolise pas. Je suis dans quel cas de figure? ST- non persistant. D'accord? Exactement. Si maintenant, malgré les nitrales, le sus-décalage persiste, c'est que quelque part, il est persistant parce que malgré un antispasmodique, malgré un antispastique puissant, il persiste, l'artère est probablement fermée et là, je thrombolise. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais. Est-ce que cette réponse est convaincante et que le sus-décalage non persistant ne vous posera pas de problème? Ouais, oui. Parfait. Ah, très bien. Très, très bien. Parfait. Alors, je vous ai dit que la séance était légère d'aujourd'hui, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Alors, demain, je vais essayer de voir Dr. Benchalef pour qu'il vous fasse en continuité les
les complications du ST+, hein, pour clore définitivement ce programme à cette séance conjointement à P5, qui n'ont pas encore fait cette séance aussi. Voilà. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Alors, j'aimerais, avant qu'on interrompe les cours pour votre examen de gastro hypothétique, très hypothétique d'ailleurs, hein, votre examen de gastro. Hein. Ça va être décidé aujourd'hui, normalement, docteur. Ah, donc on aura la réponse demain. Hein. En principe, ils sont en train de faire la réunion en ce moment. En ce moment même. Qui gagne? Ah, ça, je sais pas. Oui, mais couche les délégués. Sûrement. Non. سمعت d'une certaine source que راهم درك يديروا la réunion. D'accord, ouais, très bien. Mais l'essentiel, c'est que ce soit fixé, là. Au lieu de rester dans Exactement, au moins on saura. Voilà. Donc moi, je propose une chose, hein, voilà. Vous me direz si ça vous convient. Alors, si votre examen de gastro est maintenu, donc on va interrompre Moulaïd, vous passez votre examen de gastro et après on pourra reprendre les cours et on enchaîne avec les révisions. Agda? Oui. Oui. Si maintenant votre examen de gastro va être reporté, on finit le programme, on prend une pause de 10 jours ou là 15 jours, des vacances, on va appeler ça, et puis on reprendra pour des techniques de révision par la suite. D'accord? C'est très bien, oui, je pense que c'est la meilleure solution. La meilleure solution, Inch'Allah. Donc, mais quel que soit X, dans les deux cas, il faut qu'on finisse parce qu'il ne faut pas arrêter sur un chapitre en cours, qu'on fasse deux choses avant le truc. Premièrement, un cas clinique quand même, un sur le ST- qu'on va faire, et un atelier sur les tracés des cardiopathies ischémiques. D'accord? Quand on fera peut-être demain jeudi peut-être, et peut-être, hein, si ça ne vous dérange pas, la deuxième journée qu'à l'Aïd. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Bagdad, pour qu'on puisse s'arrêter voilà, entre les chapitres et non pas au milieu de... Alors, docteur, pour les efforts malgré les conditions médiocres. Merci, merci de vous remercier, mais bon, les conditions ne sont pas si médiocres que ça, je trouve, non? Bien, alors les diapos des cardiopathies ischémiques, oui, donc je pense que je les ai, je peux les envoyer. Et je vais vous envoyer aussi les trucs des cardiopathies ischémiques. Ouais. Demain, c'est à quelle heure? Je ne sais pas. Je vais faire Dr Ben Sharif et puis je vous dirai. Demain, Inch'Allah, à quelle heure. Voilà. Bien. Allez, je vais vous dire bye bye. Au revoir, docteur. Merci beaucoup. Je vais marcher jusqu'au climatiseur le plus proche et je vais rester là-bas. Définitivement. Oui. Allez, bonne fin de journée à vous. À demain, Inch'Allah. À vous aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait? Oui, docteur, s'il vous plaît. Oui, t'es sûr? Dans le SCA-ST- à bas risque, est-ce que le CG est toujours normal? Non. Alors, le CG, c'est pas qu'il est toujours normal. Le CG ne s'est jamais modifié. C'est toujours le même. D'accord, merci. Ouais. D'autres questions? Alors oui, ça, je n'ai pas oublié. Donc, ça, c'est quelques formes qu'on va faire pour les ateliers. Voilà. Les ateliers, on va faire un petit peu les pièges diagnostiques, les formes, tout ça. Voilà. C'est bien. Moi, je pense que c'est mieux. On peut donner trop d'informations comme ça en même temps. On va parler un petit peu des formes cliniques. Je n'en avais pas parlé, mais on va parler l'atelier des formes cliniques du ST+. Docteur, vous pouvez me réexpliquer vite fait le non persistant? Oui. Alors, le non persistant, c'est quoi? C'est quand il y a un sous-décalage qui régresse. Alors, c'est quoi l'explication? Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches comme explication. Quand il y a une thrombus qui est subocclusif, mais que ce thrombus me fabrique du thromboxane A2 qui va me spasmer. L'artère, c'est un thrombus qui se fait momentanément. Un thrombus, un spasme, c'est jamais permanent. Donc, le spasme va se lâcher un moment. Le flux se rétablit et le sous-décalage régresse. Voilà. Et donc, il y a un moyen de savoir si c'est un ST plus non persistant, enfin, c'est un ST moins avec ce décalage non persistant, c'est donner un antispastique comme la trinitrine et voir si elle a un effet ou pas. Si elle a un effet et si ce décalage régresse, c'est que c'était un sous-décalage non persistant. Ben, s'il persiste malgré un antispastique,
c'est que l'artère est complètement fermée. Il s'agit bel et bien d'un ST+. Voilà. Ça, c'est une petite méthode pratique qui permet un petit peu de nous montrer de situations assez délicates. Le motif de consultation, c'est le même. Hein. Oui, alors oui, si ça, on va en parler, l'atelier est promis. S'il n'y a pas de douleur, comment diagnostiquer un ST+. Oui, ça, on va le voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Pour ne rien vous cacher, hein, quand j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des questions, j'espérais qu'il n'y en aurait aucune. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière, docteur, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer le diapo du TT d'aujourd'hui. Docteur Amri. Il m'a dit que vous l'aviez. Oui, ce soir, Inch'Allah, sans faute. Merci beaucoup. Si tu peux m'appeler pour me rappeler. Pas de problème. Non, antispastique, pas antispasmodique, excuse-moi, Hakima, c'est antispastique. Voilà. Spasme artériel et non pas un spasme duodénal, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais je pense que Hakim, ça c'est un examen de gastro qui t'inquiète au point où tu confonds les antispastiques et les antispasmodiques, non? Non, c'est moi qui les ai confondus, effectivement, tu as raison. Bon, Linda me fait bonne fin de journée, c'est-à-dire arrête de plaisanter. C'est ce que d'ailleurs je vais faire. Allez, je vous souhaite à tous une fin de journée et puis à demain. Oui, je sais, je suis en train de plaisanter. Allez, à demain, Inch'Allah, je vous tiendrai au courant. Il n'y a que Amin, la chienne pour les à quelle heure le cours. D'accord, merci beaucoup. Allez, Au revoir. bye. Ciao.